Il y a bien longtemps, en 1973 plus précisément, apparut le premier téléphone portable. Roulement de tambour, il s'agissait du Motorola Dynatac 8000X. De sa taille immense et encombrante, il ne servait à l'époque qu'à téléphoner et rien d'autre. Pas de messages, pas d'application, pas d'appareil photo et encore moins des jeux. On avait juste un téléphone, sans fil, qui permettait de téléphoner avec une très mauvaise qualité sonore au passage, et c'est tout. Et à l'époque c'était pourtant une prouesse technique. Depuis, le temps a passé, les temps ont changé et la technologie a bien évolué. En 2007, Apple sort le premier smartphone qu'on connaît tous, l'iPhone. Alors à l'époque, on n'avait pas encore des applications, faut pas abuser non plus. Mais l'appareil était à nouveau révolutionnaire. On avait quand même un écran tactile, la possibilité d'aller sur internet, de regarder des vidéos sur son téléphone, de prendre des photos. Aujourd'hui, ça paraît le minimum pour un téléphone, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et il n'en fallait pas plus pour révolutionner le marché. On avait quand même le premier téléphone moderne qui ressemblait à nos téléphones d'aujourd'hui. Maintenant, l'iPhone 8X sont déjà sortis au moment où je fais cette vidéo. Et de nombreuses marques comme Samsung et autres se sont aussi mis à se mettre dans le marché pour qu'ils deviennent aujourd'hui un outil indispensable. Mais tous ces téléphones hyper connectés utilisent tous le même réseau mobile, qu'on appelle le réseau GSM, pour Global System for Mobile Communications. Vous savez, ces antennes qui sont déployées un peu partout par nos opérateurs, et permettent de passer des appels, envoyer des messages et accéder par internet. À propos d'internet, on a pu assister à l'avènement de la 2G, puis la 3G et maintenant la 4G. Mais peu d'entre vous connaissent réellement la signification de ces technologies, leurs particularités techniques et le fonctionnement de ces réseaux. À l'heure où les Français passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone et PC, où 90% des jeunes Français possèdent un smartphone, et 3,3 milliards de téléphones intelligents, smartphones, sont en circulation dans le monde, la question du fonctionnement des réseaux mobiles devient quand même un peu nécessaire, et c'est dans cette vidéo que nous allons y répondre le plus précisément possible. Les antennes. Pour fonctionner, nos téléphones reçoivent un signal émis par des antennes relais installées un peu partout, comme j'ai dit tout à l'heure, et il existe plusieurs sortes d'antennes. Les antennes Fem2Cell, ce sont des petits émetteurs cellulaires d'une portée de quelques dizaines de mètres. Leur usage est souvent utilisé dans des résidences mal couvertes, et elles sont en fait connectées à une box internet, et fournissent un réseau mobile, un peu à la manière d'un réseau Wi-Fi par exemple. La portée du signal est généralement faible et ne dépassera pas les 20 mètres. On a ensuite les antennes picocellulaires. C'est la même chose. Elles couvrent une zone plus grande et peuvent être utilisées dans des entreprises qui n'ont pas ou peu de couverture réseau afin de permettre aux employés d'utiliser Internet et leur téléphone normalement, ce qui est un peu important quand on est un homme d'affaires. Les antennes microcellulaires, elles couvrent une zone de plusieurs centaines de mètres. Elles sont destinées à être déployées dans des petites zones où la connexion est mauvaise et passe mal, ou dans des endroits stratégiques, par exemple des gares ou des centres commerciaux. Elles peuvent être mises un peu partout, sur des toits, des arrêts de bus, etc. Elles servent à compléter et densifier la couverture. On arrive enfin aux antennes les plus utilisées pour couvrir des villes entières. Elles sont nommées les stations macrocellulaires. Ce sont des émetteurs et récepteurs placés sur des supports de 12 à 15 mètres de hauteur, en général sur des pylônes ou des endroits très hauts comme des mairies, des églises ou des châteaux d'eau. Ces émetteurs et récepteurs sont ensuite reliés à une armoire, fournissant une alimentation électrique et disposant d'une connexion au reste du réseau mobile ainsi qu'à Internet. Étant donné que l'antenne est prévue pour une utilisation par plusieurs personnes, il va falloir un débit de connexion assez important. On utilise en général de la fibre optique ou bien un faisceau hertzien pour connecter tout ça. Un faisceau hertzien, c'est une communication par onde avec une autre antenne qui dispose, elle, d'une connexion. Ainsi, on peut mettre en place des émetteurs de réseau mobile dans des endroits très éloignés qui se servent d'autres réseaux un peu plus loin pour se connecter. Ces stations couvrent une certaine zone, qu'on appelle une cellule. La taille de chaque cellule dépend, en premier lieu, de la puissance d'émission de l'antenne, qui peut aller de 10 à 30 km. La distance dépend surtout du relief, montagnes et forêts, par exemple, qui absorbent les ondes. La taille de la cellule dépend aussi de l'urbanisation du milieu. Parce que chaque station peut traiter un nombre limité de connexions en simultané, il
faut donc adapter la zone de couverture en fonction du nombre de personnes pouvant se trouver sur les lieux. À Poitiers, par exemple, la zone d'une couverture d'une antenne est de 2 km en moyenne, alors qu'à Paris, une antenne peut couvrir seulement 500 mètres de distance à peu près. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte à la même antenne au même endroit. Les fréquences. Après les stations, nous allons parler des différents types d'ondes émises. Parce que entre la radio, la télévision et les téléphones, on a beaucoup d'ondes et de signaux qui se baladent un peu partout, et il faut éviter les interférences entre elles. Une fréquence est une onde électromagnétique qui se propage dans l'air. Cette fréquence est une valeur et elle se mesure en Hertz. Mais des Hertz, il y en a beaucoup. On va donc ici parler en mégahertz, parce que 1 million de Hertz, ça fait 1 mégahertz. Il faut surtout savoir que plus la fréquence est basse et plus les ondes porteront loin. Mais à l'inverse, les fréquences hautes permettent une meilleure vitesse de connexion, mais elles portent moins loin et traversent très mal les obstacles. On utilise donc moins souvent les fréquences hautes. Elles sont donc plus disponibles, alors que les faibles fréquences sont déjà utilisées en premier pour la radio, la télévision, etc. C'est donc plus rare de pouvoir utiliser des basses fréquences. Les opérateurs utilisent donc des fréquences hautes en ville dans les 2600 MHz et des fréquences basses dans les zones larges et non urbaines dans les 800 MHz. Il y a aussi des fréquences de 1800 MHz qui sont une sorte de compromis entre distance et vitesse de connexion. Elles sont donc plus disponibles et utilisées pour compléter la couverture. Ces fréquences sont toutefois disponibles en quantité limitée et elles doivent être partagées entre tous les opérateurs, mais aussi la télévision, la radio, etc. Ce n'est donc pas si simple. Les opérateurs. Ce sont les opérateurs téléphoniques qui se chargent de l'installation des antennes et des stations un peu partout en France. Ces opérateurs fournissent une carte SIM à leurs clients. C'est une puce que vous devez placer dans votre téléphone, si elle n'est pas déjà mise lors de l'achat. C'est une sorte de clé qui permet d'accéder au réseau d'opérateurs en fonction de l'abonnement choisi. En France, il y a actuellement 4 opérateurs. Orange, qui était avant France Télécom, est le plus vieil opérateur français. On a également SFR et Bouygues Télécom, que vous connaissez sûrement déjà, et puis Free Mobile, qui est très nouveau sur le marché. Ce sont ces entreprises qui financent notamment le déploiement et l'entretien du réseau cellulaire français. Alors bien sûr, pour le commun des clients, il y a plein d'autres opérateurs comme La Poste Mobile, Soch, Red et j'en passe. Mais ces opérateurs ne sont en fait que des fournisseurs. Ils sont appelés les MVNO. Ce sont des opérateurs de réseau mobile virtuel. En fait, ces entreprises n'installent aucune antenne et ne disposent d'aucune infrastructure réseau. Ils se contentent simplement de négocier avec les vrais opérateurs afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser leurs antennes, pour ensuite proposer leurs propres offres en revendant des forfaits à leurs clients. Par exemple, les clients de Réglo Mobile utilisent le réseau de SFR en réalité. Leurs clients sont donc indirectement des clients de SFR. L'avantage de ce genre de pratique est de proposer des nouveaux forfaits qui conviendront peut-être mieux à certains clients et parfois moins chers. Puisque nous sommes sur les opérateurs, profitons-en pour parler de l'itinérance ou du roaming. Par définition, c'est la possibilité d'un abonné d'un opérateur à utiliser les services de téléphonie mobile d'un autre opérateur. Mais on ne parle pas ici de Réglo Mobile qui utilise le réseau de SFR ou autre. Par exemple, les opérateurs français signent des contrats et des accords avec d'autres opérateurs étrangers, afin de permettre à un abonné disposant d'un bon forfait d'accéder au réseau téléphonique en dehors de la France, en utilisant du coup les stations d'un autre fournisseur. À noter par exemple que depuis peu, les voyageurs dans les pays de l'Union européenne pourront bientôt téléphoner et envoyer des SMS comme s'ils étaient chez eux. À notre exemple, Free Mobile dispose d'un accord national permettant à ses abonnés se trouvant dans une zone non couverte par une antenne de Free de bénéficier du réseau 2G et 3G d'Orange. Mais cet accord n'existera plus à partir de 2020. En fait,
C'est parce que comme Free est un opérateur plutôt récent, cet accord a été créé dans le but de lui laisser le temps d'installer ses propres antennes. L'itinérance peut aussi être utilisée pour couvrir certaines zones blanches, qui ne sont pas couvertes par un opérateur, qui ne dispose aucune antenne à cet endroit. Il peut donc conclure un accord temporaire avec un autre opérateur pour louer, entre guillemets, une antenne à cet endroit-ci. Un dernier exemple est la possibilité d'utiliser son forfait, s'il le permet, dans les territoires d'outre-mer. Des accords ont été conclus avec les opérateurs de là-bas. Les différentes technologies de connexion. Depuis les premiers téléphones, les technologies de communication ont grandement évolué. Vous connaissez sûrement la petite icône en haut de l'écran de votre téléphone qui vous indique sur quel type de réseau vous vous trouvez. Eh bien, on va voir dans l'ordre les différentes technologies cellulaires qui existent. On a tout d'abord l'icône G pour GPRS, qui signifie General Packet Radio Service. Cette norme datant des années 2000 permet des transferts de données par paquet avec des débits maximum de 171 kilobits par seconde, même si on n'obtient que des débits de 40 ou 50 kilobits par seconde en pratique. Là, il faudra toujours distinguer les débits théoriques et les débits réels. Par exemple, il faudrait 3 minutes pour afficher une simple image de 3 mégaoctets. Il n'est à l'époque utilisé quasiment que pour les messages et les appels. La nouveauté, c'était que l'utilisateur était pour la première fois facturé en fonction du volume de données échangées, et non pour la durée de connexion. On a ensuite l'icône E pour Edge, qui repose sur le même principe, mais avec des débits plus élevés cette fois, pouvant atteindre les 384 kilobits par seconde. Même si là encore, on ne dépassait pas les 100 kilobits par seconde en réalité. Mais cette fois, télécharger une image de 1 mégaoctet prenait 1 minute et 20 secondes, c'était quand même déjà mieux. Et on pouvait pour la première fois consulter ses mails, mais sans les images du coup. Et quelques années plus tard, arrive la 3G, que vous connaissez sûrement, soit la troisième génération de réseau mobile, 3G. On peut cette fois utiliser Internet pour à peu près tout. En effet, les débits sont suffisants pour aller sur Internet et regarder des vidéos en basse qualité. Et plus tard, il y a ensuite eu les technologies H, H+, et DC, qui sont ensuite des évolutions de la 3G, nommées aussi 3G+. Les débits sont juste supérieurs et permettent de regarder des vidéos ainsi que de la télé, en HD cette fois, ou bien encore de télécharger rapidement des applications. Enfin, bien plus récemment, la 4G fait son entrée sur le marché. Et là, vous en avez sûrement entendu parler, hein, c'est la 4e génération des standards pour la téléphonie mobile. Et la grande nouveauté, ça reste toujours l'augmentation des débits, parce que la 4G fournit cette fois autant de connexions qu'une connexion ADSL normale. Elle offre des vitesses de 2 ou 3 mégaoctets par seconde en téléchargement, ce qui est extrêmement confortable. Et la 4G+, est encore une fois une amélioration de la 4G, qui consiste en fait à cumuler plusieurs connexions en simultané avec le téléphone afin de multiplier les débits. Alors, attention toutefois, il est nécessaire de posséder un téléphone compatible pour pouvoir en profiter. Les vieux coucous ne peuvent pas accéder à la 4G par exemple. La 4G a aussi permis l'arrivée de nouvelles box 4G. Par exemple, Bouygues propose des box 4G qui permettent d'amener Internet dans les foyers comme une connexion classique. C'est d'ailleurs le nouveau projet de l'État qui prévoit de couvrir toute la France en haut débit grâce à la fibre optique, mais aussi grâce à la 4G qui fournit des débits tout à fait corrects pour une connexion à domicile. Il faut néanmoins noter que contrairement à la 3G et les autres technologies qui couvrent presque l'intégralité du territoire, la 4G, pour l'instant, elle couvre moins d'un quart du territoire français. C'est pas un problème technique, c'est juste qu'il faut attendre que les opérateurs déploient suffisamment d'antennes pour connecter tout le monde en 4G. Les messages et appels. Parlons maintenant des messages et des appels qui transitent d'un réseau à l'autre, et plus particulièrement des messages. Vous connaissez tous les SMS, et peut-être aussi les MMS. C'est ces messages qu'on envoie tous sur nos téléphones. Un SMS, c'est juste un minuscule fichier informatique très léger, qui existe depuis très longtemps, et qui peut être envoyé rapidement, même lorsque la puissance du signal est faible, parce qu'il est léger justement. Il s'assimile à un courrier postal avec l'adresse de l'expéditeur, celle du destinataire et un court message de 160 caractères au maximum.
Et lorsqu'on envoie un message de plus de 160 caractères, le téléphone se charge automatiquement de découper le message en plusieurs SMS, qu'il envoie l'un après l'autre. Le téléphone qui reçoit colle ensuite automatiquement les messages, c'est pourquoi vous pouvez recevoir des très longs SMS, même si en réalité vous avez reçu plusieurs messages. Une fois le message envoyé sur le réseau mobile, il transite ensuite sur des serveurs spéciaux de l'opérateur, qui se chargent de récupérer le message. Le système localise automatiquement ensuite sur quelle antenne le téléphone était connecté pour la dernière fois, et le message est envoyé directement sur l'antenne. Si le portable du destinataire était éteint, le message y reste tout simplement stocké dans la mémoire de la dernière antenne, où le téléphone était connecté. Une fois rallumé, le message est récupéré et envoyé sur une autre antenne si la position de l'utilisateur a changé, puis acheminé sur le téléphone du destinataire. Les appels, eux, c'est un petit peu différent. Ils fonctionnent sur un autre canal, en parallèle de la connexion des SMS. C'est comme si en fait le téléphone y possédait deux connexions en même temps, une réservée aux SMS et une autre pour les appels. C'est pour ça qu'il est possible de recevoir un SMS pendant un appel par exemple. Sur les réseaux plus récents en France, on a 3 connexions différentes. Une supplémentaire pour la connexion internet, alors qu'avant c'était la même que pour les appels. Comme ça, on peut surfer sur internet pendant qu'on est au téléphone et recevoir un message. Maintenant, parlons du MMS. Eh bien en fait, c'est juste une évolution du SMS, sauf qu'il circule cette fois directement sur le réseau internet, et il fonctionne comme un mail ou un courriel. Il peut du coup avoir une certaine mise en page, et surtout contenir des données, par exemple des photos ou des courtes vidéos, et il peut même être vu dans un navigateur internet directement sur votre ordinateur. La 5G arrive. Alors que la 4G est encore très récente, certains parlent déjà de la 5G, la 5e génération du coup. Ce nouveau réseau succéderait à la 4G et aurait de nombreux avantages. Le premier serait des débits internet équivalents à la fibre optique, ce qui permettrait à l'utilisateur de télécharger ou regarder des vidéos encore plus rapidement, mais aussi de streamer du contenu et faire d'autres activités qui nécessitent beaucoup de connexion et à l'heure actuelle une box internet. Le deuxième principal atout serait la consommation électrique. La 5G serait du coup beaucoup moins gourmande que la 4G en énergie. Du coup, les téléphones et les autres appareils pourraient tenir plusieurs jours. Ou du coup, certains petits objets embarqués pourraient tenir jusqu'à 15 ans sans recharge avec une petite pile. On pourrait noter également des temps de latence extrêmement faibles, utiles du coup pour les jeux vidéo, qui permettraient de démocratiser certaines technologies comme la réalité virtuelle par exemple, ou certaines voitures autonomes connectées qui ont besoin d'une réponse très rapide et immédiate des serveurs. La 5G, elle est surtout censée être déployée partout, dans plus de 95% des lieux, et aussi dans les transports. Ça permettrait aux appareils de nous géolocaliser très rapidement grâce à une technique de triangulation, qui pourrait à terme amener à des nouvelles technologies GPS, sans satellite. Parce que oui, en effet, la 5G est un réseau pensé pour l'avenir, un monde hyper connecté. Parce que en 2020, 50 milliards d'objets connectés en moyenne seront sur les réseaux. On passe des montres connectées aux smartphones, aux PC, aux consoles, aux voitures et même frigos connectés. Et la 5G, ça pourrait être le seul réseau qui du coup proposerait les infrastructures nécessaires pour supporter tous ces objets en même temps. D'un point de vue technique, la 5G devrait reposer sur des ondes millimétriques, autrefois utilisées par l'armée. Ces ondes, elles n'ont jusqu'à présent pas été utilisées à cause de leur instabilité, leur portée très courte, mais aussi leurs effets sur la santé, qui sont pour l'instant pas très connus. Toutefois, des chercheurs ont mis au point certaines fréquences particulières d'ondes millimétriques qui ne présentaient pas d'instabilité et se comportaient comme des réseaux que l'on utilise déjà aujourd'hui. Cette fréquence permettrait justement des débits beaucoup plus élevés et de très faible latence. Pour ce qui est de la couverture et de la charge des réseaux, en réalité il n'existerait pas une mais plusieurs 5G. Grâce à une technologie dite MIMO, la connexion dépendrait de plusieurs petites antennes simultanément, ce qui augmenterait le débit mais aussi réduirait les interférences. On aurait également une priorisation de certaines connexions. Par exemple, une application de météo ou l'envoi d'un message sur Messenger n'a pas besoin d'être instantané. Quelques secondes d'attente pour un message, c'est pas grave. Un appel cependant, ça doit pas être trop décalé, et un jeu vidéo en ligne doit avoir le moins de latence possible. De cette manière, le réseau pourrait être géré de manière à supporter tous nos objets. Toutes ces petites antennes, qu'on appellera des smart cells, pourront s'intégrer au mobilier urbain, aux poteaux, aux toits, etc.
On ne sait pas trop comment ce genre de priorisation des connexions pourrait s'effectuer sans abolir la neutralité du net, ou la fragiliser, mais on peut imaginer des petites API, des commandes que les développeurs d'applications utiliseraient pour indiquer si tel ou tel accès doit s'effectuer rapidement, s'il est urgent ou non. On en parle depuis tout à l'heure comme si c'était un doux rêve, et pourtant la sortie de cette nouvelle technologie est plutôt proche. Elle a été officiellement présentée lors des Jeux Olympiques d'hiver en 2018, et elle sera testée lors des Jeux Olympiques de 2020. Les géants des téléphones comme Apple et Samsung ont déjà obtenu des autorisations qui leur permettent d'ores et déjà d'effectuer des tests de la 5G afin d'avoir une idée de la technologie et de comment l'intégrer au prochain smartphone. Le déploiement officiel de la 5G pour les particuliers comme nous, elle pourrait démarrer dès 2022. À l'heure où le président de la République, Emmanuel Macron, entend utiliser la 4G pour fournir un accès à Internet sans devoir installer la fibre, qui est très chère dans les petits villages, la 5G pourrait très vite rencontrer un succès énorme.